Merci beaucoup, merci d'être resté jusqu'au bout. Pour cette dernière séance, on va descendre encore un cran plus bas près des données. Donc, on va faire ce qu'on appelle de l'apprentissage. Alors, parfois, il y a des modèles de stade, parfois non. Des fois, c'est des méthodes. Les méthodes que je vais présenter, certaines sont complètement déterministes. En tout cas, ne font pas d'hypothèse sur la stochasticité des données. Mais tout ont en commun d'avoir, disons, il y a une question un peu globale, unificatrice, qui sous-tend la définition et le problème que tous ces modèles cherchent à résoudre, qui est celui de la classification au moyen de l'apprentissage automatique. Donc, de manière un peu intuitive, ça veut dire qu'on a un jeu de données en entrée, constitué d'une part des données proprement dites, et d'autre part des cibles que notre modèle va essayer de prédire. Voilà. Un modèle prédictif, c'est une fonction qui essaie de prédire une quantité à partir de la donnée. Alors, il y a plusieurs instances de ce problème. Par exemple, en classification, ce qu'on appelle la classification, la cible à prédire est discrète. On a des données avec deux classes différentes, homme ou femme, chat contre chien, voilà. C'est des classes qui ne sont pas forcément comparables entre elles. On essaie d'avoir un modèle qui prédit ça. Une autre instance très connue, c'est la régression, quand simplement on essaie d'apprendre, par exemple, une fonction à valeur réelle sur les données, juste à partir de l'évaluation de cette fonction en certains points. Le paradigme de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique supervisé, c'est que le modèle qu'on va tenter de définir ou de construire se base sur des données déjà observées. Donc on va supposer qu'on nous a déjà donné la solution sur un certain nombre de points, et on va essayer de se servir de ça pour construire un modèle efficace, pour faire de la prédiction dans le futur. Donc, je vais commencer par présenter quelques petits modèles très courants, on va dire, dans le domaine de l'analyse des données. Donc, un tout petit catalogue des modèles prédictifs les plus utilisés et les plus simples. On va ensuite, dans un premier temps, voir comment on peut intégrer les diagrammes de persistance là-dedans. Je présenterai quelques petits cas un peu pratiques. Donc là, je reviendrai sur les slides pour quelques petites illustrations. Et dans une deuxième partie, on va aborder de nouveau un sous-problème, ou une manière plutôt de résoudre ce problème général via un ensemble de techniques qui remontent à peu près aux années 2000. Enfin, les racines mathématiques sont plus vieilles, mais leur déploiement remonte aux années 2000, qui s'appellent les méthodes à noyaux. Et de nouveau, on verra ensuite comment les diagrammes de persistance s'y adaptent. Donc, tout d'abord, on va juste formaliser un petit peu le problème. Et alors, en apprentissage, on a très vite un effet un peu catalogue, puisqu'il y a beaucoup de méthodes possibles pour le problème qui nous intéresse. Mais l'avantage, c'est que la question que ces modèles cherchent à résoudre est la même pour tout le monde. Donc, en gros, on va se donner, donc on a en entrée ce que j'appelle donc mes données. Un ensemble cette fois-ci de paires, de couples, des 1x1 et 1y1. J'en ai beaucoup, et donc ça c'est ce que je vous disais, on suppose que on a non seulement l'entrée, la donnée proprement dite, mais aussi la réponse sur un certain nombre de points. Donc x, voilà. C'est notre espace, c'est l'espace des données, on va dire. Et Y, c'est l'espace des cibles. Y, la même chose, mais les cibles. Donc, quand on fait de la régression, en général, Y, c'est R puissance D. On essaie d'apprendre une fonction. Donc, typiquement, on observe des entrées et on essaie de construire une fonction qui les fit au mieux. Ça, c'est un exemple de modèle. Et en classification, c'est surtout de ça dont je vais parler aujourd'hui. Y, c'est en fait un ensemble fini on l'a déjà pas mal utilisé, de catégories, donc on appelle aussi souvent ça des labels. Puis j'en ai un certain nombre grand L. Voilà. Et donc ça, de nouveau, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être patient sain, cancer avec rémission, cancer sans rémission, ça peut être homme, femme, enfant.
Voilà, encore une fois, il n'y a pas forcément de manière directe de comparer LI avec LJ. C'est aussi une des difficultés du problème. En tout cas, nous, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle un modèle, donc des modèles prédictifs. Un modèle prédictif paramétré. Donc, en gros, ça va être une fonction indicée par θ qui va de x dans y. Et θ, bon, alors il peut prendre pas mal de formes. Pour cette première partie, θ, ça va être un vecteur. Donc alors là, faut pas... Voilà, on va vite avoir beaucoup de notation. Bon, on va l'appeler grand D. Donc ça, c'est une instance d'un modèle avec grand D paramètres. Voilà, tout simplement. Donc un exemple classique de régression, hein, que vous connaissez sûrement, c'est la régression des moindres carrés. Où, ah oui, alors, avant d'embrayer là-dessus, en fait, on fera la connexion avec les moindres carrés juste après. La plupart du temps, construire un modèle, ça se fait en fait donc, en cherchant une bonne valeur de paramètres, donc un modèle spécifique qui minimise ce qu'on appelle dans le jargon une fonction de perte, une loss en anglais. Donc on va chercher à l'intérieur d'un ensemble de paramètres. Et ce qu'on va chercher à minimiser, c'est en moyenne l'erreur commise par le modèle sur les données. Donc là, j'ai une autre fonction grand L. Celle-là, elle s'appelle la perte, ou la loss. Elle dépend des paramètres, du point d'entrée et de la cible. Donc quand on fait des moindres carrés, ce qu'on regarde souvent, c'est par exemple fθ de xi moins yi au carré. D'accord ? Donc à partir de là, il y a vraiment des tas et des tas de manières possibles de construire des modèles de cette sorte. Enfin, de construire des modèles en minimisant cette fonction. Parmi les plus courants, alors, je vais en illustrer quelques-uns. Une classe qu'on voit déjà très souvent, c'est les modèles qu'on appelle linéaires. Donc, un modèle linéaire, c'est simplement un modèle tel que, en fait, qui ne dépend que du produit scalaire entre mon vecteur de paramètres et les entrées. Donc là, forcément, ça impose qu'on ait autant de paramètres que de dimensions dans nos points de données. Voilà. Et une instance particulière d'un modèle linéaire, un modèle bien connu par ceux qui font de l'apprentissage, c'est donc on va se mettre dans un cas, par exemple, où on a deux classes, d'accord ? On a deux catégories. Mes points ils peuvent être soit dans la catégorie 1, soit dans la catégorie 2. Et donc un modèle pour prédire la catégorie d'un point, à partir de points déjà observés. Donc là, j'ai des points d'une première classe, et je vais aussi faire les points d'une autre classe, pas loin. Voilà. Classe 1, classe 2. Bon, un truc simple, c'est de construire un hyperplan, essayer de trouver un hyperplan qui les sépare. D'accord ? Et dans ce cas-là, ma prédiction, ça va simplement être le signe du produit scalaire. Là, mon hyperplan, hop, le paramètre θ. D'accord ? Donc, forcément, il peut y en avoir plusieurs, il peut aussi ne pas y en avoir du tout. Si on a le choix entre plusieurs hyperplans possibles, ce qu'on aime bien faire, c'est choisir un hyperplan, alors on appelle ça avec des marges larges. Ça veut dire qu'on va tenter de maximiser la distance aux points les plus proches. Pourquoi ? Parce que ça fait forcément un classificateur, un modèle plus robuste. Si jamais j'avais un hyperplan séparateur avec une toute petite marge, là, comme celui-là, bon, c'est pas exclu que plus tard, quand je dois faire de la prédiction, j'ai un point qui tombe là de l'autre côté, et lui, du coup, il sera mal classé. Donc, on cherche à maximiser la distance aux points les plus proches. D'accord ?
Et par exemple, la perte qu'on peut utiliser pour trouver un hyperplan comme ça, avec des marges éloignées, hop, xi, yi, c'est, on peut passer par 1 moins yi multiplié par fθ de xi. Alors, on utilise cette perte parce que souvent, quand on utilise un modèle comme ça, les deux catégories yi, donc il n'y a que 2 valeurs possibles, et on les prend 1 et moins 1. Comme ça, si j'ai fait la bonne prédiction, ça vaut toujours 1, donc la perte est nulle. Si j'ai fait une mauvaise prédiction, ça vaut 2. Voilà, puisque c'est 2 signes opposés. D'accord? Et alors, on peut trouver ça avec des solveurs numériques, c'est-à-dire trouver le bon θ qui minimise ça. Voilà, c'est un problème d'optimisation. On peut passer par des solveurs. Donc ça, c'est ce qui s'appelle, par exemple, les machines à support de vecteurs, traduit en français. Donc, en anglais, SVM, Support Vector Machines, donc des machines ou des modèles supportés par quelques vecteurs, donc ceux qui définissent la marge du modèle. Un autre exemple, pareil, très très simple, même voire probablement encore plus simple que ça, c'est juste de passer par des plus proches voisins. Et donc là, en plus, j'ai même plus besoin d'avoir des points avec des coordonnées explicites dans RD, il me suffit d'avoir un moyen de les comparer. Et en plus, si j'ai un paramètre qui est juste le nombre de voisins, ce que je vais faire, c'est, hop, je prends mon jeu de données. De nouveau, il y a plusieurs classes. Et si je prends un nouveau point à classer, je vais faire un petit carré comme ça. Je vais simplement regarder tout le monde qu'il y a autour d'une, par exemple, d'une boule de rayon R. Donc là, R, c'est un paramètre du modèle. Ou alors, on peut aussi s'amuser à aller chercher les cas plus proches voisins. Et je vais prendre le label majoritaire. Voilà. Là, c'est pareil, il n'y a qu'un seul paramètre. Alors là, pour le coup, optimiser le meilleur rayon à utiliser ou le meilleur nombre de voisins pour maximiser le score, bon, ça peut se faire brute force, c'est-à-dire on peut regarder sur nos jeux de données d'entraînement déjà tous les rayons possibles et essayer de voir celui qui marche le mieux, puis espérer qu'il marchera aussi dans le futur. Mais c'est un peu plus dur, donc ça c'est ce qu'on appelle de la validation croisée, si on fait ça proprement. C'est un peu moins évident que pour les machines à support de vecteurs, où là on sait que par optimisation numérique on peut trouver le θ étoile parce que c'est un problème convexe. Là pour le coup, la plupart du temps, on y va, on essaye, on les regarde tous et puis on prend le meilleur. De la même manière, c'est-à-dire avec le même... Bon, du coup je n'ai pas vraiment défini grand-chose là, mais bon. Plus proche voisin, voilà, comme ça il n'y a pas qu'une figure. Que vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a les forêts aléatoires. C'est un bien grand mot. Là, le classificateur, il va plutôt avoir cette tête-là. Ça va être une somme, comme ça. Sur, alors, on va avoir un ensemble de paramètres. Bon, cette fois, bon, je vais l'appeler grand J. Bon, θj. Et là, on a une fonction qui vaut 1 si xi est dans rj et 0 sinon. Donc là, mes paramètres là-dedans, c'est θj, qui sont des valeurs, et rj, qui sont des rectangles, alors pas forcément des rectangles finis, on va dire des cadrans, dans le plan donc dans RD, l'espace des données. En gros, ça revient simplement à dire, alors de nouveau, on va le faire avec l'exemple. On a nos nuages de points. Je vais faire des croix plutôt. Je sais pas, par là. On va faire un truc non séparable. Hop. Ça va d'abord chercher, en fait, à définir des zones. Donc là, par exemple, j'ai divisé mon plan en deux. D'accord ? Il y a la partie gauche, la partie droite. Et en fait, même au sein d'une des parties que je viens de trouver, je peux continuer à faire des subdivisions comme ça. Voilà, ça, je vais mettre un peu au-dessus. Voilà. Et puis là,
On va imaginer qu'il y a des ronds aussi. Voilà. Et en fait, l'état J, ben, sur cette zone-là, ça va être le label de la croix bleue, sur cette zone-là aussi. Sur cette zone-là, ça va être l'autre label, sur cette zone-là, ça va être l'autre label. On appelle ça des forêts parce qu'en fait, c'est ce partitionnement de l'espace, on peut le visualiser avec un arbre. En fait, par exemple, là, cette première séparation avec un hyperplan, je sais pas, je vais l'appeler A, on peut la voir comme la racine d'un arbre binaire. Après, j'ai deux choix pour mes entrées, elles peuvent être situées soit à gauche, soit à droite de cette droite. Si elle est à gauche, de nouveau là, avec B, j'ai deux autres choix possibles. Et là, avec C, pour l'autre côté, j'en ai encore deux. Puis, c'est pas obligé d'être symétrique, hein. Il se pourrait que là, j'ai besoin d'une séparation supplémentaire. Et donc, à partir de C, là, j'ai encore deux choix possibles. Voilà. Donc là, mes paramètres, c'est des limitations. En fait, c'est les valeurs de ces hyperplans sur les axes et les valeurs que j'attribue aux zones de l'espace. Vous voyez que là, ça peut gérer d'ailleurs en même temps la classification et la régression. Quand je fais ça pour de la régression, mon modèle, c'est une fonction qui est constante par morceau sur ces zones du plan. Et pour trouver où un point tombe, maintenant, si je veux savoir la solution pour un point donné, hop, un nouveau point, je le fais parcourir l'arbre, et en fonction de là où il atterrit, de la feuille dans laquelle il atterrit, je fais ma prédiction. Donc, forêt, parce que je vais en utiliser plusieurs, des arbres comme ça. Et aléatoire, parce que, forcément, là, on touche à un truc, c'est assez facile, même avec un seul arbre, de construire un modèle qui fait 0 sur la perte. Il suffit, si je sépare suffisamment, au bout d'un moment, je vais réussir à mes points observés, déjà, ce qu'on appelle sur les données déjà observées, qu'on appelle les données d'entraînement, de faire toujours la bonne prédiction. Il suffit que je raffine suffisamment. Bon, ça c'est pas bien parce qu'en général, c'est lié à ce qu'on appelle le surapprentissage. Si on fait 0 sur l'entraînement, ça ne veut pas forcément dire que sur les prédictions futures, ce sera très robuste. Mais bon, en tout cas, pour éviter ça, on appelle ça aléatoire parce qu'une manière de faire, c'est sous-échantillonner ce jeu de données. Donc en prendre qu'une sous-partie, fitter un arbre là-dessus. Donc lui, il n'a pas tout vu, il a juste vu une sous-partie du jeu de données d'entraînement. Faire la même chose pour un autre sous-échantillon aléatoire. À la fin, comme ça, j'ai tout plein d'arbres différents, toute une collection. Et maintenant, quand j'ai un nouveau point de données, je le fais passer par tous mes arbres et je prends le label majoritaire. Voilà. Et ça, c'est un des modèles qui marche encore de manière extrêmement performante. C'est très souvent utilisé, c'est très souvent efficace. Surtout dans le cadre de données pas forcément en quantité immense, ça reste un des modèles qui marche le mieux. Un modèle simple, mais très très efficace. Alors pour ce qui est de l'optimisation, c'est-à-dire où trouver, comment calibrer les θJ, comment placer les RJ, là de nouveau, c'est tout un sous-champ, il y a beaucoup de méthodes différentes. Une manière, c'est comme pour les plus proches voisins, on essaye un peu comme ça, on se fixe une grille dans l'espace, et on essaye un peu toutes les valeurs possibles. Et on prend celle qui marche le mieux sur les données d'entraînement. Soit il y a des algos un peu plus itératifs, on appelle ça du boosting, qui utilisent une sorte de descente de gradient. Bon là, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est pas forcément optimisable de manière brute force comme les voisins, ça peut se faire de manière un peu plus intelligente. Voilà, je vais juste finir avec un mot sur un modèle, je pense que c'est dur de passer à côté aujourd'hui. Les réseaux de neurones, donc ça doit être quelque chose dont je suis sûr certains d'entre vous ont entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'un réseau de neurones ? C'est pas quelque chose de très compliqué en soi. Alors, c'est compliqué et c'est pas compliqué en même temps. C'est-à-dire qu'à définir, c'est très simple. À étudier, c'est quasiment impossible. Hop. En fait, c'est simplement un modèle qui est une composition de plein de fonctions différentes. Donc, la valeur de grand... Ah oui, alors là, je ne l'ai pas appelé grand L, là. Ah si, je l'ai appelé grand L déjà. L, parce qu'en fait, chacune de ces fonctions, on appelle ça des couches, layer en anglais. Donc, on utilise souvent L. Bon, alors moi, je vais mettre grand C, du coup. Ça, c'est un modèle avec... alors, je vais les définir juste après, mais ça, c'est un modèle avec C couches. Et plus C est grand, plus le nombre de couches est grand, plus on va dire que le réseau est profond. Voilà. Alors, il n'y a pas de critère fixe.
C'est pas à partir de 1000 couches, c'est un réseau profond. Bon, là c'est un peu au jugé. Ça dépend aussi des paramètres, parce qu'en fait chaque fonction est paramétrée, et donc en fonction de comment nos couches sont définies, avoir beaucoup de couches, ça peut faire plus ou moins de paramètres. Bon, c'est tout un jeu, mais disons grosso modo, quand on dit profond, ça veut dire beaucoup de couches. Et alors, une fonction, c'est défini hyper simplement, comme ceci. Sigma i, wi, x plus bi. Donc ça, c'est une matrice. Alors elle est de taille, donc il y a autant de colonnes que de dimensions dans X. Alors attention, ce n'est pas forcément la dimension du jeu de données d'entrée, enfin, sauf pour F1. W1, elle a forcément autant de colonnes que le nombre de coordonnées de mon point X, mais après, comme je les compose, ça peut être ce qu'on veut. Donc en gros, on note souvent ça avec LI plus 1 croix LI, c'est-à-dire la dimension de la couche d'avant et la nouvelle dimension que je paramètre moi-même. C'est-à-dire que c'est LI, là, c'est moi qui l'ai décrit. BI, c'est juste un terme de biais, pareil, dimension LI plus 1. Et sigma i, c'est, alors, ça s'appelle les fonctions d'activation. C'est des fonctions non linéaires pour que le modèle ne soit pas un modèle linéaire. Voilà. Donc en pratique, empiriquement, le fait d'avoir des non-linéarités, ça permet d'attraper, enfin de construire des modèles un peu plus généraux que les modèles linéaires. Et ça, c'est des fonctions qui ressemblent souvent, par exemple, à des fonctions sigmoïdes. Un exemple, ça peut être ça. Voilà. Donc sigma i. Et souvent, ce que ça prédit, c'est-à-dire la couche de fin, f grand C, la sortie du réseau, f θ de x, c'est un vecteur, cette fois-ci, c'est pas une prédiction directement, c'est un vecteur, hop, qui est de taille le nombre de quoi ? Voilà, le nombre de catégories à prédire. Donc là, il y a une entrée par label possible. Et elles somme toutes à 1. Donc en fait, souvent, on interprète ça comme une distribution de probabilité. La prédiction, c'est juste le label de probabilité la plus grande. Voilà. Bon, on appelle ça probabilité. Il n'y a pas du tout de probabilité au sens vraiment théorique formel. Voilà. C'est juste que la dernière fonction d'activation, on la calibre de manière à ce que la sortie, là, elle somme à 1. Et qu'ensuite, il suffise pour prédire qu'on choisisse l'entrée avec la coordonnée la plus élevée. Et ça, c'est dans le cadre d'un problème de classification. Dans le cas d'un problème de classification, tout à fait. Oui. Le problème de régression, c'est D ou c'est autre chose ? Alors pour la régression, on va utiliser effectivement le petit D qui est ici. Voilà. La différence entre les deux, quand on utilise des réseaux, ça va être sur la perte qu'on utilise. Pour la perte de régression, en fait, on peut aussi utiliser ça. Pour le coup, là, il n'y a pas d'obstruction. Quand on fait de la classif, il va falloir, pour essayer de trouver le meilleur jeu de paramètres et de couches afin de faire la meilleure prédiction possible, on va optimiser une perte qui s'appelle l'entropie croisée. Voilà. Alors, je ne me souviens plus trop de la formule là, mais en gros, c'est une perte qui est définie à la base entre des mesures de proba, entre des distributions de probabilité, discrètes potentiellement, et qui les compare. Donc en gros, on va comparer cette distribution sortie par le réseau avec la vraie distribution, celle qu'on connaît, puisqu'on est dans le cadre où on a des données d'entraînement. Et donc là, simplement, on va mettre des zéros partout, sauf là où il y a le bon label. Et on va juste comparer ces deux choses. Voilà. On va essayer de les rendre égales. Voilà. Et alors, toute l'artillerie, toute la machinerie des réseaux de neurones, ça passe par... Donc, en fait, c'est de la descente de gradient. C'est-à-dire, ils trouvent θ étoile. Le θ étoile ici, il est trouvé par descente de gradient. Alors évidemment, la fonction n'a aucune raison d'être convexe. Donc c'est souvent des fonctions très compliquées avec beaucoup de minima locaux. Donc quand on descend le gradient, on en attrape un. Par contre, aucune garantie que ce soit le meilleur. C'est pas impossible qu'en cherchant plus ou en utilisant une autre initialisation, on tombe sur un meilleur minimum. Mais en tout cas, ça marche parce que c'est via une technique. Alors c'est presque quasiment des astuces de code, mais c'est une implémentation de la règle de la chaîne qui s'appelle la rétropropagation et qui permet en fait aux algos de calculer le gradient de la fonction entière en tous ses paramètres, simplement en appliquant la règle de la chaîne. Donc on n'est pas obligé nous-mêmes d'aller à la main calculer le gradient de ça, enfin de la composer en tous ses paramètres. L'algo il s'en charge tout seul.
Voilà, donc il y a quand même un peu d'études qui ont été faites sur les propriétés de convergence, sur la forme de ces fonctions de perte, sur des modèles à une ou deux couches, des modèles très simples, mais ça reste encore assez dur en fait de prouver quoi que ce soit. Voilà. Donc ça y va beaucoup par... ça marche très bien, ça c'est sûr. Mais c'est un peu... Voilà, c'est surtout ça qui motive les gens à continuer à étudier ces objets-là. Alors, c'est, disons, l'inspiration de ces modèles. Elle vient de modèles pour... en fait, qui ont été à la base introduits pour simuler le comportement du cerveau. C'est-à-dire alors là, je vais sûrement dire des bêtises, mais bon. La transmission d'informations à travers les neurones. Les premiers modèles pour ça, ça s'appelle des perceptrons. Ça remonte déjà il y a un petit moment. Et c'était des fonctions de cette forme, avec des fonctions d'activation, des W, des calculs linéaires avec des termes de biais, modulés par des petites non-linéarités. Bon. Si on essaie de regarder l'historique des réseaux de neurones, les gens s'en seraient inspirés pour créer des modèles pour faire de la prédiction, bon, ce qui est, voilà, c'est probablement le cas. Sauf que, bon, au début, on s'en est pas trop servi. C'est des choses connues, mais ça, disons qu'on a eu besoin de l'introduction de processeurs efficaces de calcul, comme des processeurs graphiques, pour pouvoir faire en sorte que ça tienne dans la RAM, ça se calcule vite, etc. Au début, on était limité par le fait que c'était des fonctions, ça tenait pas dans l'ordinateur, quoi. Donc, on connaissait, mais on pouvait juste pas propager le gradient et pas faire de descente de gradient, voilà, de Newton. Alors que maintenant, avec les GPU, c'est possible. Voilà. Bon, ça c'est vraiment le petit tour d'horizon. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, à part pour les plus proches voisins, c'est des modèles qui marchent avec des vecteurs, d'accord ? Donc des points avec des coordonnées, à part lui. Pour les diagrammes de persistance, on est mal, parce qu'on n'est pas dans ce cas-là. D'accord ? Ces modèles-là, vous voyez que pour les définir, je passe par les coordonnées, bon, je dois faire des produits scalaires. Alors ça veut dire que si jamais je veux lancer directement un de ces modèles sur des diagrammes avec des classes, il faut que je puisse faire ça, par exemple. Ou ça. Voilà, on ne sait pas, ça ne veut rien dire. Donc ça ne peut pas marcher directement. Donc en analyse topologique, dans les projets liés à la science des données, la première chose qu'on fait, c'est souvent passer par ce qu'on appelle des linéarisations ou des représentations. Voilà. C'est-à-dire des fonctions grand phi qui m'envoient un diagramme sur phi de ce diagramme, mais lui, c'est un vecteur de RD. D'accord ? Bon, R grand D. Et on ne va pas chercher n'importe lesquels, d'accord ? Parce que c'est effectivement pas du tout compliqué de définir un phi comme ça, d'accord ? On peut imaginer des tas de manières de faire. Après tout, les diagrammes de persistance, c'est des points dans le plan. Donc, les transformer en vecteurs, a priori, voilà. Je demande tout le monde aura sa propre idée pour en faire un vecteur. Non, un truc qui peut être, par contre, important, c'est de préserver ce qu'on sait des diagrammes de persistance et de le conserver dans leur représentation, d'accord ? En particulier, qu'est-ce qu'on sait des diagrammes ? On sait qu'ils sont stables. Donc, ce serait quand même dommage qu'on ait travaillé autant pour avoir ce fameux théorème de stabilité, pour qu'au final, après, quand on fasse tourner des descripteurs là-dessus dans un projet concret, on le perde, parce qu'en fait, je les représente avec des vecteurs qui sont plus stables. Donc, on va chercher en particulier des représentations qui satisfont, donc là, c'est de manière évidente, que la distance, cette fois-ci je peux les comparer en normes, c'est des vecteurs. Bon, la norme qu'on veut, plus petite que une constante strictement positive évidemment, d'une distance entre diagrammes, d'accord ? Bon, idéalement le goulot de bouteille. Mais bon, on va se satisfaire, même si on a qu'une distance de transport, on va s'en satisfaire. L'avantage, si on a ça, c'est que au moins, là, la stabilité, elle se transfère automatiquement. C'est-à-dire que ça, voilà, ça, on sait le contrôler. Donc, on sait a priori contrôler ça aussi. Donc, à partir des années 2010, allez, peut-être un peu après, il y a eu
un petit moment pendant lequel, dans la communauté, on s'est concentré sur trouver des phi qui satisfont ça. Alors, on pourrait même demander plus, et on pourrait même demander ça aussi. dq. Idéalement, pourquoi pas, on pourrait même espérer avoir des représentations linéaires qui soient métriquement équivalentes aux distances entre les diagrammes directement. Bon, ça en général, c'est pas possible. Voilà. Et une manière, enfin, avoir les deux, je veux dire. Une manière de se le représenter, c'est que, bon, ben, là, a priori, on est en dimension finie. L'espace des diagrammes de persistance, ça peut être quelque chose de vraiment, vraiment très compliqué. C'est-à-dire que même si allez, pour une raison ou pour une autre, je me restreins au diagramme avec pas plus de n points, et par exemple, tous les points sont dans un carré fixé, borné, même cet espace-là, il est de dimension infinie, en fait. Donc, aucune chance de préserver la métrique. Bon, alors ça, voilà, ça marchera pas. Enfin, disons ça marche, mais dans ce cas-là, il faut abandonner l'autre, quoi. Donc, dans ce cas-là, on préfère se concentrer plutôt sur au moins avoir des descripteurs stables. Encore une fois, il faut quand même faire bien gaffe, parce que construire des descripteurs stables, par exemple, je peux envoyer tous mes diagrammes sur 0, voilà, ça c'est très stable. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Donc, bon, il y a un peu un trade-off, quoi. C'est sûr que même si on sait que ça, on ne pourra pas l'obtenir, on peut à minima espérer d'avoir des fonctions injectives, par exemple. Des grands phi qui sont injectifs. Et on va voir dans la deuxième partie que si on s'autorise à aller chercher maintenant des représentations linéaires, mais dans des espaces potentiellement de dimension infinie, par exemple un espace de Hilbert, là on peut commencer par contre à dire des choses. Voilà. Sauf que ma représentation sera implicite du diagramme, puisqu'elle sera dans un Hilbert de dimension infinie. Implicite au sens où du coup je ne pourrais pas la stocker dans un ordi, ou alors il faudra que je le fasse de manière détournée. Mais bon, ça c'est la deuxième partie. Ah, d'ailleurs, je vois que j'y suis presque. Bon, je vais embrayer rapidement. Là, de toute façon, je voulais juste montrer deux petits exemples de linéarisation avec leur stabilité associée. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Bon alors, déjà, il y a un petit exercice simple. Hop. Et je pense que c'est avec des constructions un peu comme ça que les gens ont démarré. Exo. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est prendre un diagramme, regarder ces points, prendre toute leur distance à la diagonale, là, comme ça, et les trier. D'accord ? Donc ça, je le convertis en vecteur. Je vais avoir tout, mais alors P1 moins pi delta P1 en norme, infini. Et je les trie, hein, d'accord ? Hop, jusqu'à avoir Pn. Donc là, c'est un diagramme à n points. Alors on va mettre grand N pour pas trop... voilà, tout le temps les mêmes notations. Norme infinie. Et puis, bon, bah alors, comme je veux être en dimension finie, soit là, je suis en dessous encore de ma dimension, donc je complète avec des zéros, soit je tronque avant. Bon. En tout cas, ça, c'est bon, une vectorisation extrêmement simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas injectif. Mais par contre, c'est pas très très difficile de... Alors, on va l'appeler U de D. Pas très difficile de montrer qu'en norme infinie, c'est borné, pour le coup, par le goulot de bouteille. 2 fois le goulot de bouteille. Bon. Et la raison, c'est qu'en fait, si vous prenez un diagramme et un diagramme proche, donc par exemple, il y a un point là, un point là, si je compare là les distances à la diagonale, bah, cette distance-là, par inégalité triangulaire, c'est ça, plus petit que ça, plus ça, plus ça. Donc si je lui enlève ça, maintenant, il ne reste plus que ces deux termes-là. Et s'ils étaient proches en distance bottleneck, bon, voilà, ça va rester proche. Il y a un facteur 2 parce que je compte lui et lui en même temps. La petite subtilité quand même, c'est que c'est un vecteur trié, d'accord ? Là, cet argument, il marche que si je compare mes deux vecteurs de projection, mais relativement à un appariement optimal entre les deux donné par la distance du goulot. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Les deux vecteurs sont triés. Donc, pour obtenir la borne, bah, c'est possible, mais bon, voilà, il faut juste écrire les choses proprement, pas totalement immédiat. Bon, mais par contre, ça, c'est sûr que c'est pas injectif. Une autre manière de faire, c'est ce qui s'appelle les images de persistance. Donc là, comme le nom l'indique, ça convertit les diagrammes en images.
Je vous présente que les plus étudiées. Hein. Bon, enfin, celle-là, elle n'est pas très utilisée parce que du coup, elle est un peu trop simple. Mais au moins, elle présente bien les choses. Non, en pratique, en analyse de données, on tourne souvent avec les deux mêmes méthodes. Donc, l'une des deux, c'est image de persistance. Et ça se définit comme cela. Bon, c'est hyper simple. Premièrement, vous convertissez le diagramme en une fonction. Donc là, pour le coup, je n'ai pas encore un vecteur de dimension finie, j'ai juste une fonction. Et cette fonction, hop, elle s'écrit comme ça. Pour tout point du plan, on va associer la somme sur les points du diagramme, là, pour le coup, d'un poids sur mes points. Et là, par exemple, une fonction gaussienne centrée sur le point P et évaluée en X. R2 dans R. Bon, en pratique, à quoi ça ressemble? Hop, si je dessine là comme ça mon diagramme en perspective, j'ai des points comme ça dans le plan. Ça veut juste dire que j'ai centré des gaussiennes sur mes points et que j'ai pris cette somme. Voilà. Et alors en pratique, la hauteur de mes gaussiennes là, c'est une fonction qui est laissée à l'utilisateur, mais typiquement, on la prend par exemple proportionnelle à la distance à la diagonale. Voilà. Bon, bah, une fois qu'on a défini ça, l'image de persistance, c'est vraiment hyper simple. C'est juste, on va se fixer une grille maintenant sur le plan. Et on va intégrer cette fonction sur tous les pixels de la grille. Donc là, je vais mettre l'intégrale sur le pixel de ρ de b. Excuse-moi, tu peux répéter ce que c'est que NPX? Oui, pardon. Ça, c'est ma notation pour une fonction gaussienne. En gros, c'est exponentielle de moins p moins x carré sur donc 2 sigma carré. Et alors là, il y a un facteur de normalisation. Je ne sais jamais ce que c'est. 1 sur 2pi sigma. 1 sur 2pi sigma. Quelque chose comme ça. Sigma 2. À vérifier. Et donc, voilà, c'est juste ça, tout simplement. Et, voilà. Et pour en faire, en fait, ça revient plus ou moins à en faire un histogramme, hein, simplement, histoire de me mettre en dimension finie, je pixelise ma fonction, quoi. Je l'intègre sur tous mes petits pixels, comme ça. Bon, bah là, proposition. Donc ça date, c'est les gens qui ont introduit ça qui l'ont prouvé, donc de 2015. Bon, après, c'est pas une preuve vraiment pas compliquée, hein. Ils arrivent à contrôler en norme 1 les images. Hop, norme 1, plus petit que une constante qui dépend de la fonction de poids que vous utilisez, distance 1 entre les diagrammes. Donc là, malheureusement, c'est pas le goulot de bouteille, mais bon. Et la preuve, hein, elle passe simplement par utiliser un appariement donné par lui. C'est-à-dire que le calcul de cette valeur ne vous donne pas simplement la valeur, il vous donne aussi un matching entre les points, partiel. Donc dans ce cas-là, on s'en sert, on prend ce matching et on compare en gros les intégrales de ces fonctions un par un, quoi, en faisant passer les paires du matching. Et ça donne une borne en norme 1. Voilà. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle est très visuelle. C'est-à-dire qu'en pratique, après, vous allez avoir une image comme ça, avec du coup l'intégrale de la fonction sur les pixels. Et votre diagramme de persistance, voilà, s'il est comme ça, s'il a un point ici, il va vous faire briller les pixels qui sont par là, quoi. Donc là, en pratique, ça ressemble un peu à quelque chose comme ça, avec des zones plus ou moins brillantes en fonction de la distance à la diagonale et de la position des points. Le désavantage, on va dire d'une certaine manière, c'est qu'il y a aussi beaucoup de pixels à valeur 0. Voilà. Bon, ça dépend un peu ça dépend forcément du sigma que vous utilisez, c'est-à-dire à quel point vous faites baver les gaussiennes. Si le sigma il est très grand, forcément tout va être brillant. Par contre, du coup, on ne voit rien, quoi. Tous les points se masquent les uns les autres. Si sigma est petit, c'est plus discriminant, mais alors là, du coup, je me retrouve avec des tas et des tas de pixels à valeur 0. On appelle ça des représentations sparses, c'est-à-dire beaucoup de valeurs à 0. Et bon, ils n'aiment pas trop ça, forcément, les modèles prédictifs, donc c'est pas non plus toujours très indiqué. Allez, la dernière, parce que celle-là, pareil, elle est hyper commune. C'est ce qui s'appelle les paysages.
Alors on appelle ça, moi j'ai l'habitude d'appeler ça des landscapes, hein, mais bon, on est en France. Paysage de persistance, voilà. Landscape. Hop. Et alors ça, lui pour le coup, il a plusieurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a plusieurs définitions possibles. On peut le définir au niveau des diagrammes, mais en fait, c'est des représentations qui peuvent se définir au niveau même des modules dont sont issus les diagrammes. L'avantage de passer par la définition module, c'est qu'elle rend la preuve de la stabilité de cet objet évidente, quasiment triviale. Bon, pas triviale, mais quasiment. En gros, on va d'abord commencer par la définition visuelle. Ce qu'on va faire, c'est que pour chaque point de mon diagramme, je vais lui associer une fonction, une sorte de fonction tente, lambda p, qui en gros ressemble à ça. Donc ça, on imagine, c'est la diagonale de mon diagramme de persistance. Ici, j'ai le temps d'apparition de mon point. Ici, j'ai le temps de disparition. Et là, la hauteur, là, c'est plus ou moins proportionnel à la distance à la diagonale. Voilà, ça c'est ma fonction triangle, là, donc linéaire par morceau. Bon, ben, le paysage, le landscape d'ordre K, donc là, lui, il est indicé par un entier, en un pointé. C'est simplement le kème maximum de l'ensemble, tous les lambda p de t pour les points dans le diagramme. Hop, donc là, petit dessin. Je me fais un diagramme de persistance, je me fais des points dessus. Là, les fonctions tentes, elles ressemblent à ça. Alors là, du coup, ils sont à peu près au même niveau. Je vais faire un peu plus haut. Tac. Et bien ensuite, je vais regarder les K maximum. Donc, le maximum de toutes ces fonctions en chaque point, bah, c'est simple, hein, c'est lui. Ça, c'est lambda 1. Le deuxième maximum, voilà, je vais commencer à multiplier les couleurs. On voit, du coup, c'est cette fonction-là. Hop, elle descend là, mais après là, hop, elle remonte. Hop, lambda 2. Et lambda 3, bon, je reviens sur le violet, c'est lui, là. Voilà. Donc maintenant, ma représentation, c'est une famille de fonctions linéaires par morceau. Alors, un truc sympa, c'est qu'on peut le définir d'une autre manière, en fait. Ça, c'est un petit exo. On peut aussi définir lambda k de t comme... Donc là, on va se mettre au niveau du module, d'accord ? On se donne le module de persistance. Le sup sur tous les S positifs, tel que le rang de cette application, module t-s vers module t plus s, le rang de ça, plus grand que k. Donc en gros, j'ai mon module là, m, là j'ai un point t, là j'ai t-s, là j'ai t plus s. Je regarde le rang de cette application. Je fais grossir S et je m'arrête quand ce rang a dépassé K. Ça revient plus ou moins, en fait, à compter pour un S fixé le nombre d'intervalles dans ma décomposition qui contiennent T-S, T plus S, à peu près. Quand mon module est décomposable en intervalles, ça revient à peu près à ça. Et donc, c'est pour ça qu'on peut faire la connexion avec les Kmax. Bon, mais ce qui est bien, c'est que par contre, cette définition-là, elle vous donne la stabilité quasiment immédiatement. Pourquoi ? Parce que du coup, si vos modules sont entrelacés de epsilon, d'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez construire un diagramme commutatif qui ressemble à ça. Hop, là vous avez votre module M, d'accord ? Faisons-le aller de, par exemple, t-s à t plus s. Et là, au-dessus, comme vous avez une distance d'entrelacement de epsilon, vous avez un autre module M', et lui, M', il va de t-s plus epsilon à t plus s moins epsilon. Donc là, vous voyez, j'ai juste décalé de epsilon là. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est les rangs de ces applications-là, n'est-ce pas ?
Donc, si je prends la valeur de lambda k de mon module M, c'est-à-dire le rang, là, c'est une borne inf sur le rang de lui, là. Donc ça veut dire que lambda k de M' vaut au moins S moins epsilon. Je fais ça pour tout S. Donc lambda k de M' est plus grand que lambda k de M moins epsilon. C'est symétrique. Donc, en norme infinie, ça marche. C'est la différence entre les lambda k est plus petite que epsilon. Alors, je sais pas où je vais l'écrire. Bon, je vais l'effacer là. Hop, proposition. Tac, norme infinie, lambda k, donc calculé sur un module M, moins lambda k M', plus petit que l'entrelacement entre M et M'. Voilà. Donc c'est stable. Lambda k. Allez, on va se mettre 2-3 petites applications. Donc voilà, là on est équipé pour au moins faire tourner pas mal de choses, hein, puisque on a des représentations linéaires, vectorielles des modules. Ah oui, alors, oui, c'est vrai qu'en soi, ça c'est des fonctions, hein, donc elles ne sont pas de dimension finie. Bon, enfin, c'est des fonctions linéaires par morceau avec un nombre fini de valeurs critiques, donc si, mais en pratique, dans l'ordinateur, ce qu'on fait, c'est simplement, on l'échantillonne un peu partout et on la convertit en vecteur. Simplement en regardant ces valeurs sur une grille fixe de la... Alors, j'espère que ça marche comme d'hab. Alors là, le but, c'est juste, je vais juste dérouler une ou deux situations un peu plus concrètes, comment elles se mettent en place. Et je vais repartir d'un exemple dont Steve avait parlé, rapidement en intro. Ouais, puis en fait, ça se trouve, je vais finir là-dessus, quoi. Donc, un problème qu'on a regardé avec Steve quand j'ai commencé en thèse, c'est la segmentation. C'est-à-dire, là, mes points de données d'entrée, c'est des points sur des formes en 3D. Et ce que j'essaie de prédire, c'est l'endroit en fait, d'où elles sont tirées. Donc là, par exemple, j'ai des humains, des formes 3D qui représentent des humains. Voilà, je peux prendre un point qui a été pris sur le pied d'une des formes, la tête, le torse, les mains. Tout ça, c'est mes catégories. C'est mes labels. Alors, évidemment, si je veux entraîner un modèle, une forêt, un SVM, un réseau de neurones, à prédire ça, c'est pas une bonne idée d'utiliser les coordonnées dans R3, d'accord ? Parce que c'est hypersensible au plongement. C'est-à-dire, si je prends une forme dans une certaine position et la même dans une autre position, les coordonnées changent, mais pas les labels. Donc là, c'est sûr, c'est pas stable. Par contre, voilà, les diagrammes, on sait que c'est stable. Ce que je peux faire pour construire des diagrammes, c'est pour chaque point, faire grossir une boule géodésique autour de ce point. C'est-à-dire c'est une boule, mais elle est sur la forme. D'accord ? Donc par exemple, si on va prendre le point du haut, là, qui est au milieu du majeur, alors pour tous les points, forcément, quand le rayon est suffisamment faible, c'est la même chose qu'un disque, d'accord ? On voit comme la boule géodésique, c'est un disque. Par contre, au moins pour celui du haut, pour un rayon, le deuxième, là, en partant de la gauche, la boule géodésique, elle fait le tour, là, du doigt. Elle se rejoint de l'autre côté. Donc en fait, topologiquement parlant, c'est un anneau, ce truc. D'accord ? Il y a un trou qui a été fait par le bout du doigt, qui est rempli au troisième rayon, là. Quand je continue à faire grossir cette boule géodésique, je remplis le bout. Plus tard, quand je continue encore à grossir mon rayon, les autres doigts, ils me forment aussi des trous, d'accord, d'autres, qui sont eux aussi remplis jusqu'à ce que j'ai toute la forme à la fin. Et alors là où c'est intéressant, c'est que si je fais la même chose pour un point au milieu de la paume, même phénomène, simplement, les moments d'apparition et de disparition, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que le moment où les doigts de la main créent des trous dans la boule géodésique, ils existent, hein, là, ils sont là, mais ils ne sont pas à la même position que ceux d'avant. D'accord ? En plus, comme mon diagramme il a été calculé avec les distances géodésiques, c'est-à-dire les plus courts chemins le long de la surface, ça ne dépend pas du plongement. D'accord ? Si ma main elle est comme ça ou comme ça, d'accord ? Pareil, même descripteur. Voilà, et donc l'avantage, c'est que par rapport aux coordonnées, on a un descripteur qui est purement intrinsèque. Et en plus, on peut aussi prouver des probabilités de stabilité pour certaines distances entre surfaces. Voilà. Donc après, je déroule tout l'attirail, je convertis ça en landscape ou en image ou en distance à la diagonale, j'entraîne une forêt aléatoire dessus par exemple, et j'obtiens les scores de classif que Steve a montré en intro.
D'accord. Un autre exemple, et quelque chose d'un peu plus intéressant. Oui, pardon. Ouais. Les mains, elles sont enregistrées en photo ou en 3D? Ah non, là par contre, on a accès au modèle 3D. On a la triangulation carrément. Voilà, ouais. Et en fait, c'est même avec cette triangulation qu'on calcule les plus courts chemins. On fait le plus court chemin le long du graphe de la triangulation. Et avec ces plus courts chemins, on arrive à du coup calculer ces sous-ensembles en rouge, les boules géodésiques, et à dérouler la persistance. En fait, là, le complexe qui est filtré, c'est le complexe de la triangulation. Voilà. Et après, là, on déroule l'algo de la persistance. Là, les couleurs dans les points du diagramme, c'est pour les différents doigts. Voilà. C'est juste histoire de dire, on retrouve à chaque fois les 5 doigts, mais à des positions différentes. Par exemple, dans le diagramme du haut, la couleur violette, c'est pour le majeur, et donc celui-là, il apparaît bien avant les autres. D'accord ? Si on regarde sa valeur en X, son moment de naissance, beaucoup plus près, beaucoup plus à gauche que les autres. Alors que quand on est sur la paume, c'est un peu tout mélangé, c'est un peu tout pareil. Voilà. Et donc, une fois qu'on a linéarisé ces vecteurs et qu'on a entraîné un modèle dessus, on peut après, étant donné une nouvelle forme et des points dessus, calculer son diagramme et ensuite prédire une catégorie en fonction de là où sont les points. Et donc, l'autre exemple dont je voulais parler, alors là c'est beaucoup plus récent, c'est une autre application, cette fois-ci c'est pour la classification de graphes. Alors là, la manière de lire cette grosse figure là, en haut à gauche on a les entrées des graphes, d'accord ? Et ce qui est déroulé en dessous, c'est un gros réseau de neurones, d'accord ? Ce qui est intéressant avec ce réseau de neurones, c'est qu'il s'occupe tout seul de la linéarisation. D'accord ? Donc là, on n'est même pas en train de préciser « j'ai utilisé des landscapes ou des images ou je ne sais quoi ». Mon réseau de neurones, avec ses paramètres, il linéarise tout seul pour projeter les diagrammes sur des vecteurs. Et après, il y a la suite du réseau qui s'occupe de la classif. Ce qui est rigolo là-dedans, c'est que, déjà, je n'ai pas besoin de spécifier, mais en plus, on va dire un produit, un résultat de cette optimisation, c'est qu'après, j'ai certains scores de classif comme ceux qu'on voit en haut à droite, mais en plus, la manière dont on a construit le réseau, là, qui est très similaire aux images de persistance d'ailleurs, vous voyez que le réseau, en fait, pour calculer ces linéarisations, il passe aussi par une fonction de poids W, qui remultiplie contre un phi. Le phi qu'on voit là, c'est l'équivalent des gaussiennes qu'on avait en haut. Et puis là, on s'autorise une opération invariante par permutation, pour ne pas faire que des sommes. Mais si on regarde le W à la fin, ça c'est l'image de droite, vous voyez que en gros, ce que ça nous dit, ça, c'est que pour avoir un bon score de classification, ce fameux réseau de neurones, là, il a choisi de faire briller certaines zones du diagramme de persistance. Ça, c'est les zones qu'il utilise pour faire sa classif. D'accord ? Donc c'est une sorte de manière de comprendre un peu les règles utilisées par les réseaux de neurones, qui sont souvent un peu obscures. En voyant les zones les plus éliminées par la fonction de poids, ça vous dit exactement les endroits du diagramme de persistance que le réseau regarde pour pouvoir établir ces règles de classification après dans la suite. D'accord ? Donc il y a une sorte d'explicabilité un petit peu aussi du modèle via cette fonction de poids. Voilà. Alors je regarde l'heure qu'il est. Bon, alors ça du coup, il me reste quelques minutes, donc je vais passer rapidement du coup sur les méthodes à noyau. Donc les méthodes à noyau, c'est toujours dans ce paradigme-là, celui de gauche. Trouver un θ étoile qui minimise une certaine perte. D'ailleurs, j'ai oublié de rajouter, mais on aime bien aussi des fois rajouter une pénalisation ici, là. Ça, c'est typiquement pour empêcher le surapprentissage. C'est-à-dire, ça va être quelque chose comme par exemple la norme du vecteur en fait, de paramètres, histoire de s'assurer qu'on n'ait pas, par exemple, dans le cas des forêts aléatoires, qu'on n'ait pas 36 000 séparations et qu'on n'ait pas un truc trop qui est surappris sur le jeu de données. Donc, pénaliser comme ça empêche aussi le modèle d'être trop complexe. Bon, en tout cas, les méthodes à noyau, c'est tout un attirail de techniques qui remonte aux années 2000. Donc pour la science des données, l'Antiquité. C'est un domaine qui va très vite, donc c'est un peu passé de mode maintenant. Ceci dit, ça reste encore très efficace dans pas mal de cas de figure, et qui permettent de chercher, en fait, ici, au lieu d'être dans RD, donc un nombre fini de paramètres, de chercher dans un espace de Hilbert. D'accord ? Donc là,
nos modèles, au lieu d'être définis par des vecteurs, un vecteur θ, il va être défini par une fonction. Donc je vais chercher une fonction f étoile dans un Hilbert, f. D'accord? Ma perte, du coup, elle va dépendre de f. Elle va dépendre de f, mais aussi, et ça c'est la beauté de la théorie, d'une représentation de mes points de données dans cet Hilbert. C'est-à-dire que les méthodes à noyau, elles vous donnent un moyen de plonger vos points de données dans un espace de Hilbert, donc de dimension infinie, et de minimiser une perte à l'intérieur. D'accord? Donc on fait tout en dimension infinie, et c'est faisable même s'il y a une infinité de coordonnées. Donc forcément, on ne passe pas par une description explicite de la fonction, mais il s'avère qu'on peut quand même trouver le f étoile qui minimise ça. Alors, comment ça marche? En gros, c'est des espaces qui s'appellent des espaces à noyaux reproduisants. Hop. Donc, un espace à noyau reproduisant, donc je vais l'appeler ENR. C'est un espace de Hilbert, de fonctions, donc en fait c'est un espace qu'on va parcourir formellement comme ça, là. C'est des fonctions qui vont de mes données dans R. Alors là, il n'y a aucune hypothèse sur les données, hein. Ça peut être des graphes par exemple. Juste, c'est un espace de fonctions défini sur les données. Mais tel que, pour tout x, donc pour tout point dans l'ensemble des données, la fonction f petit x, qui en gros part de h, va dans R, c'est la fonctionnelle d'évaluation, hein, qui prend une fonction qui vous renvoie f de x. Elle est continue, donc vis-à-vis de la norme de votre espace de Hilbert. Pourquoi on aime ça? Parce que du coup, ça vous définit directement ça de manière implicite par conséquence, par le théorème de Ries. Il existe une certaine représentation que je vais dénommer phi h de x, telle que fx, ce soit le produit scalaire entre phi h et votre fonction. D'accord? Donc ça c'est pas mal. Ça veut dire que déjà, avec un espace de Hilbert comme ça, n'importe quel point du jeu de données admet une représentation fixe, d'accord, unique, dans cet espace qui est potentiellement de dimension infinie. Maintenant, la question c'est comment définir de tels espaces, d'accord? Est-ce qu'il y a une manière simple de le faire? Et la réponse est oui. Alors là c'est pareil, je ne vais pas faire de preuve, même si la preuve n'est pas en soi extrêmement compliquée. Donc ça c'est le théorème de... je me rappelle. Moore, Aron, 1950, qui vous dit hop, un Hilbert H est un ENR si et seulement si il existe une fonction K qu'on va appeler le noyau, d'accord, noyau. Donc elle va de x croix x dans R et qui vérifie K de xy, qui vérifie ça et une autre propriété, telle que d'une part, tel que K de xy ce soit la même chose en fait que le produit scalaire dans cet espace. Et cette fonction, on va demander à ce qu'elle soit, alors je vais l'écrire où, si et seulement s'il existe un cas, voilà, positif semi-défini. Donc ça veut dire qu'en gros, si je me donne des x1, xn,
la matrice de Gram de tous les cas de xi, xj doit être positive semi-définie sur i virgule j. D'accord? Si vous avez une fonction qui vérifie à chaque fois que vous lui donnez à un nombre n de points que la matrice correspondante est positive semi-définie, alors vous savez que cette fonction, en fait, elle peut s'écrire aussi comme le produit scalaire dans un certain espace à noyau reproduisant. OK? Et on appelle ça reproduisant parce qu'en fait, avec cette égalité-là, vous pouvez reproduire, entre guillemets, les valeurs pour tout f dans ce Hilbert. La valeur de f sur un point du jeu de données, c'est exactement le produit scalaire entre f et cette fonction-là. Le noyau évalué en x sur sa première coordonnée. Pardon, j'ai pas bien compris la définition. Alors, ouais. Le noyau, c'est donc quelque chose de positif, une matrice infinie. Alors, c'est pas une matrice, le noyau, c'est une fonction. Et on demande à ce que toutes les matrices qu'on peut créer avec cette fonction soient PSD. Voilà. Et la conséquence, c'est qu'il existe phi h. Oui, il existe un h, de manière générale, tel que, en fait, le noyau, quand il est calculé, c'est la même chose que le produit scalaire dans cet espace. Alors, ça, une répercussion importante de ça, c'est qu'il y a il y a des modèles comme par exemple, si on se rappelle, les machines à support de vecteurs, qui vous tracez comme ça un hyperplan séparateur. Pour les modèles linéaires, de manière générale, ils fonctionnent juste à partir du produit scalaire entre un vecteur de paramètres et un point du jeu de données. Donc en fait, sur certains modèles, je n'ai pas besoin de connaître plus que ça pour pouvoir résoudre mon problème, optimiser mon problème de classif dans H, en fait. Du moment que je connais toujours tous les produits scalaires, du moment que j'ai accès aux produits scalaires, je peux minimiser certaines fonctions de coût, notamment celles des SVM. Alors, on n'est pas tout à fait encore au bout du compte. Ça vous donne juste une règle pour construire des ENR. Dès que j'ai une fonction qui est PSD dans ce sens-là, là, je sais qu'il existe un ENR implicite. Bon, très bien. Il y a encore mieux. Il y a le théorème du représentant qui vous dit qu'en fait, minimiser... Et donc ça, c'est Scholl-Kopf. Et alors, co-auteur, j'ai oublié. 2001, qui vous dit que la solution là, de ce problème, F étoile, je vais l'appeler, je vais mettre le problème P. La solution de P, alors écrit avec F étoile et cherché dans un ENR, F étoile s'écrit toujours comme une combinaison linéaire des cas de xi. Donc ça, il est sur mes points du jeu de données. Ça veut dire qu'en pratique, je peux trouver la solution de mon problème dans l'espace de dimension infinie, mais simplement en optimisant un nombre fini de valeurs. Voilà. Et ça, pour prouver ça, c'est pas compliqué du tout. Il suffit juste d'écrire n'importe quelle fonction dans ce Hilbert, de le décomposer en fait entre le sous-espace vectoriel engendré par ces fonctions-là, donc qui sont les mêmes que celles-là, et une partie orthogonale, et de voir qu'en fait, la perte elle-même, 1 sur n, somme des loss, etc., quand on va évaluer la fonction orthogonale sur les xi, ça va valoir 0 par définition. Voilà. Donc en fait, la solution optimale, c'est lui, alors, quand même, en supposant, si jamais on a une pénalisation, que la fonction oméga décroît avec la norme de f, évidemment. D'accord ? Comme ça, ça veut dire que si j'écris f comme une somme de alpha i k de xi plus une partie orthogonale, la norme de ça, c'est forcément plus grand que juste la norme de ça. Donc ça veut dire qu'en me restreignant à ce sous-espace vectoriel, j'ai diminué la pénalisation, oméga, et en plus, la partie de l'os, de toute façon, ne dépend pas de la partie orthogonale. Bon voilà, très bien. Alors ça veut dire que du coup, par optimisation, comme pour les machines à support de vecteurs, je peux trouver ces alpha i, d'accord, à partir du moment où j'ai un noyau, en supposant que je connaisse un noyau, je peux trouver les alpha i et avoir la solution dans un espace de dimension infinie. D'accord ? Et ça, c'est utile. Bon, plein de raisons. Par exemple, c'est beaucoup plus simple de trouver des hyperplans séparateurs quand on est avec 10 000 dimensions que quand on n'a que 3 dimensions. Voilà. Les données, des fois, ne sont pas linéairement séparables dans R2, mais quand on les pousse comme ça dans un espace de Hilbert de dimension infinie, on augmente énormément les chances de la
facilement trouver un hyperplan qui les sépare. Et donc construire un classificateur en regardant comme avant le signe par rapport à l'hyperplan, et qui est défini en fait uniquement comme une combinaison linéaire de ma matrice de noyaux, de mon noyau. Bon, il reste une toute dernière étape, parce que là, il n'y a toujours pas de lien avec la persistance. Donc, on va quand même finir par ça. Et c'est le tout dernier, enfin, un résultat principal qui permet de construire des noyaux. Donc là, on a un résultat qui permet de construire des noyaux qui permettent de construire des Hilbert, des ENR, df. Cette fonction-là, exponentielle de moins dxx' sur sigma, où d, et pour le moment on n'a rien supposé dessus, d'accord, ça peut être une mesure de similarité entre points de données. C'est un noyau, si et seulement si. Si et seulement si, la fonction d est conditionnellement négative, semi-définie négative. Semi-définie négative. Et ça veut dire somme des AJ d de xi, xj négatif, négatif pour tout, donc A1, AN, tel que la somme des AI soit 0. Donc d'où le terme conditionnellement. Voilà, donc on a de nouveau un peu réduit le problème. Maintenant, on peut construire des noyaux gaussiens, enfin des noyaux qui ressemblent à des gaussiennes dès qu'on a une fonction CSDN. Bon, ça progresse. Donc, par exemple, la norme 2, elle est, bon, c'est un exo, mais c'est hyper facile. On peut montrer facilement que la norme 2 est CSDN. D'accord, c'est aussi vrai de la norme 1. Par contre, pas de chance, c'est pas vrai des distances entre diagrammes. Alors, donc on aurait bien aimé, parce que si on avait la distance du goulot de bouteille... Ouais, pardon. La distance entre eux, je n'ai pas entendu. C'est pas vrai des distances entre diagrammes. Ah d'accord. Voilà. On aurait bien aimé. Si on avait que la distance du goulot de bouteille vérifiait ça, ça voudrait dire que ça, c'est un noyau, et donc je peux classer mes diagrammes en passant par un Hilbert de dimension infinie. Et donc on a plus problème par exemple, de l'équivalence de métrique. Hein. On se rappelle, l'espace de diagramme de persistance est de dimension infinie, donc aucune chance de trouver une représentation équivalente en dimension finie, métriquement équivalente en dimension finie. Mais si on va dans un Hilbert de dimension infinie, qui sait, d'accord ? Le seul problème, c'est on a tout réduit maintenant à trouver une distance qui soit CSDN. Alors c'est vrai de la norme 2, c'est vrai de la norme 1, c'est pas vrai de la distance du goulot de bouteille, d'accord ? Petit exercice, trouver des contre-exemples. C'est pas très très compliqué. Ceci dit, il y a une construction, et là, elle est inspirée du transport. Donc, parce qu'en fait, les gens qui font du transport optimal, qui transportent des mesures de proba les unes vers les autres avec des distances de Wasserstein, ils se sont posé cette question bien avant nous. Donc l'avantage, c'est qu'on a pu reprendre une de leurs astuces, qui est simplement, en fait, de projeter, de regarder, en fait, des mesures unidimensionnelles. En fait, ce qu'on va faire, alors celle-là, on l'appelle, c'est une nouvelle distance entre diagrammes, qui, elle, va être CSDN, comme ça je vais pouvoir après dérouler tout l'attirail dont on a parlé jusque-là. Et celle-là, elle s'appelle Sliced Wasserstein, donc la distance de Wasserstein en tranches. Pourquoi des tranches ? Parce que, en fait, elle s'exprime comme une intégrale donc, sur un angle qui varie de moins pi sur 2 à pi sur 2. D'une norme 1, donc ce sera CSDN parce que la norme 1 est CSDN par linéarité, c'est bon. Une norme 1 entre deux vecteurs. Donc là, on a un vecteur qui dépend de D et qui dépend aussi d'un angle alpha, U alpha D', norme infinie, D alpha. Donc là, vous voyez, déjà, je fais varier un angle. Et alors, ces vecteurs-là, comment ils sont définis ? Très simplement, en fait. Hop. Là, je suis dans R2. Là, j'ai une droite de paramètres d'angle alpha. Là, j'ai des points de mes diagrammes de persistance. Hop. Là, je vais simplement les projeter là, ici. D'accord ? Là, j'ai 0. Et mon vecteur U alpha, c'est toutes ces petites distances-là. D'accord ? C'est, en fait,
le produit scalaire entre mes points et le vecteur unitaire E alpha. Le vecteur trié. Même blague que pour les distances à la diagonale, U alpha c'est un vecteur trié. Bon, pardon, là j'ai écrit une bêtise, c'est norme 1. Voilà, bon, bah là c'est bon, on est tiré d'affaire, parce que la norme 1 est CSDN. Ça, par linéarité, c'est aussi CSDN. Et alors, la raison pour laquelle on trie ces vecteurs, c'est inspiré du transport, parce qu'en fait, trier, pour des mesures comme ça supportées sur unidimensionnelles, dont le support est sur une droite, l'appariement optimal entre deux mesures, il est simplement donné par le tri. C'est-à-dire que si j'ai une autre mesure comme ça unidimensionnelle, l'appariement optimal, il est, on apparie le plus bas au plus bas, le deuxième plus bas au deuxième plus bas, etc. Donc ça, quand j'ai trié mes vecteurs, ça reste une matrice de transport, donc c'est comparable aux distances entre diagrammes. Et en plus, comme c'est une norme 1, c'est CSDN, c'est un noyau gaussien, je peux trouver un classificateur dans l'espace de Hilbert correspondant. Et on est tiré d'affaire. Alors, là, un truc sympa encore plus, et je vais finir là-dessus, c'est qu'on peut pour le coup prouver que cette distance, elle est géométriquement équivalente, équivalente au diagramme de persistance. C'est-à-dire que là, j'ai une constante plus ou moins à peu près 1 sur n carré. N, c'est le nombre de points dans mes diagrammes. D1, dB'. Et c'est borné supérieurement par 2 racines de 2, D1. Donc là, comme je suis en dimension infinie, j'ai trouvé une représentation linéaire, puisque je suis dans un espace de Hilbert, qui est, pour le coup, métriquement équivalente. Et bon, bah, voilà. Et avec tout l'attirail donc, des méthodes à noyau. Donc, représentation dans un espace de Hilbert à noyau reproduisant. Donc, je peux trouver un hyperplan séparateur avec le théorème du représentant, etc. etc. Et pour vous donner, voilà, je vais finir là-dessus, les scores que Steve a montrés, c'est pour la segmentation de forme, c'est justement en entraînant un modèle d'hyperplan séparateur dans l'espace de Hilbert associé à ce noyau, qu'on a pu obtenir le score qu'on a eu. Voilà, bon, j'imagine que j'ai bien dépassé, évidemment. Bon, 10 minutes, ça va. Je vais m'arrêter là, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Ouais, dans la définition finale, là, Ouais. le alpha, tu dis c'est quoi? Alors ici, alpha, c'est un angle. En fait, ce qui se passe... Ah oui, alors en fait, c'est pas forcément diagonale. Ouais. C'est-à-dire que la diagonale, elle est quelque part ailleurs. D'accord. Là, c'est une droite. Alors, elle passe par 0, les droites. Donc la diagonale, elle est comme ça. Voilà. Et je vais intégrer sur toutes les droites en partant de la verticale vers le bas, vers le haut. Et à chaque fois, pour une droite donnée, je projette dessus, je trie les projections et je les compare en norme 1. Alors, montrer que ça, c'est CSDN, j'ai un peu triché, j'ai dit c'est comme la norme 1 qui, elle, est connue, elle est CSDN, c'est vrai, mais en fait, c'est un peu plus subtil. Parce que pour vraiment faire marcher le truc, en tout cas pour avoir l'équivalence métrique, je suis obligé, en fait, de faire cette construction-là, cette projection, mais sur D complémentés ou auxquels j'ai rajouté les projetés diagonaux de D'. Voilà, ça peut paraître un peu bizarre ou technique ou sorti du chapeau, mais je suis obligé parce que sinon je ne peux pas faire de lien avec les distances entre diagrammes. Donc là, il y a une petite subtilité, parce que le fait que je rajoute les projetés de l'autre sur le premier et vice-versa, ça fait que la dimension de ces vecteurs-là, elle change en fonction de la paire que je compare. Donc pour montrer que c'est CSDN, c'est pas aussi... Bon, il y a une petite étape supplémentaire pour s'affranchir de ça. Pas extrêmement complexe, mais il faut faire un petit peu gaffe. Et c'est quoi le grand N dans le vecteur? Et ici, c'est une bande sup sur le nombre de points. C'est en supposant que D et D' ont tous les deux O plus N points. Donc évidemment, si j'ai 1000 points dans mes diagrammes de persistance, bon, la borne inf, elle est atroce, mais ça reste mieux qu'être injectif. Et petite remarque d'ailleurs, tant que j'y pense, ça, on est d'accord, c'est une distance CSDN. Bon, enfin, on est d'accord, je vous l'ai dit, c'est prouvé dans les notes de cours. Merci. Mais par contre, petite subtilité, c'est pas la distance du Hilbert associé. On est d'accord.
Le Hilbert, c'est le Hilbert associé à ce noyau-là. Et donc la distance là-dedans, bon, ça c'est vraiment un calcul élémentaire. La distance de Hilbert entre mes deux représentations, bah, en fait, ça va être comme pour c'est k de xx plus k de yy moins 2 k de xy. D'accord ? Donc la distance dans le Hilbert correspondant au noyau gaussien construit avec cette métrique, je vais la noter là, la norme du Hilbert associé au slice de Wasserstein, c'est racine de 2 fois 1 moins exponentielle moins slice de Wasserstein. D'accord ? Et donc, c'est là qu'est la petite blague. Là, c'est pas possible d'avoir des bornes. Enfin, et c'est pas aussi clair, là, l'équivalence métrique entre celle-là et la distance entre les diagrammes. Bon, voilà. Juste histoire de dire. Ça n'empêche pas que c'est un noyau, du coup, je pense, dont les propriétés métriques font que les performances sont bonnes, mine de rien. D'ailleurs, j'ai une petite slide pour illustrer ça, mais bon, je le ferai pendant la session perspective juste après. Est-ce qu'il y a des exemples faciles, qui ne sont pas norme 1 ou norme 2, de distance qui serait acceptée? Ah, des exemples de distance comme ça ? Ouais. Alors voyons. C'est vrai que moi, pour le coup, je peux donner la norme 2 et la norme 1. Est-ce qu'il en existe ? Alors je sais que en transport optimal, ils en ont quelques-unes. En fait, c'est des constructions similaires, hein, mine de rien. Ils ont le même souci. Quand on veut apparier 2 mesures de proba, c'est pas CSDN, mais si on projette les mesures sur des droites, ça marche. C'est toujours en dimension infinie, en fait. Oui. Enfin, disons, le Hilbert, il est en 2 dimensions infinies. Ouais. Après, d'autres exemples un peu clairs. Alors déjà, je doute fortement que ce soit vrai de toutes les normes, c'est-à-dire de la norme P. Déjà, pour la norme 1, c'est un petit peu de travail. Pour la norme 2, c'est gratuit. Et on ne pourrait pas avoir une interpolation qui nous permette de soutenir. Si peut-être une interpolation au sens, j'essaie de trouver une suite de... Au sens des poids avec des 1 sur P, 1 sur Q. Dans la définition de la métrique. Attends, déjà, tu voir si l'équilibre, je pensais faire pour des opérateurs, mais des idées semblables. Alors, il y a une chose qu'on peut faire, en tout cas dans tous les cas, et c'est peut-être lié à cette notion d'interpolation, c'est de manière plus générale, je prends n'importe quel dé, d'accord ? Je construis la matrice à noyau avec, donc l'exponentielle moins dxy. Et cette matrice, je la projette sur l'espace des matrices PSD, d'accord ? Donc je la rends PSD moi-même, tout seul. Et c'est celle-là après dont je me sers pour l'optimisation, pour trouver l'hyperplan séparateur. Donc ça reste toujours possible. Donc on ne travaille pas exactement avec le noyau qu'on avait défini au début, mais on travaille sur sa projection, sa matrice PSD la plus proche, d'une certaine manière. Et de temps en temps, je crois que les gens s'en sortent un peu comme ça. Merci. Je ne sais pas ce que tu voulais nous montrer. Alors, du coup, Il y a des gens qui veulent peut-être partir. ouais. Là, la fin de ces journées, ce qu'on avait pensé donc avec Vincent et Steve, c'est présenter une ou deux directions de recherche, donc des problèmes ouverts ou qui sont en train d'être développés dans la communauté. Donc, pour le coup, moi j'ai quelques petites slides sur, alors forcément le côté un peu plus analyse de données, mais j'imagine, bon, Vincent, si tu as des choses à dire, vous pouvez aussi poser des questions à Vincent. En tout cas, ce que je peux présenter rapidement, c'est effectivement 2 questions qui ont suscité beaucoup d'engouement dans la TDA, dans la communauté analyse topologique, et qui sont toutes les deux liées à 2 problèmes différents. Donc, là, je vais parler de 2 problèmes. Il y en a un qui est plus facile que l'autre. Les 2 restent quand même encore attaquables et intéressants sous plusieurs aspects. Le premier, je parle là en attendant que le truc s'allume. Le premier, il est très lié à l'analyse de données. Le deuxième, un peu plus au fondement algébrique de la TDA. Oui.
Ah oui, je peux appuyer assez fort. Donc en gros, Ah, parfait. Voilà, bon. Hop. Je saute. Ça, c'était une visualisation de l'équivalence métrique. En fait, vous voyez ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris plein de paires de diagrammes de persistance. J'ai calculé toute leur distance D1. Et sur l'axe des ordonnées, j'ai calculé les distances dans les espaces de Hilbert correspondant à plusieurs noyaux de la littérature. Donc les deux premiers là, bleu et vert, c'est des noyaux qui sont issus des images de persistance. Vous vous souvenez quand je convolais par des gaussiennes les points. Et en noir, j'ai juste pris la fonction exponentielle de moins la distance. Pourquoi exponentielle de moins la distance? Parce que c'est le truc que j'ai dit à la toute fin. La distance dans le Hilbert associé Slez-Wasserstein, ça va être une exponentielle de moins quelque chose. Et donc là, la manière d'interpréter ça, c'est que les distances en rouge dans le Hilbert correspondant au noyau de la distance de Wasserstein en tranche, elle est beaucoup plus proche, beaucoup plus concentrée autour de la vraie distribution de valeur. D'accord, alors que les autres, elles s'éparpillent un peu partout. Bon. Voilà, je saute rapidement. Voilà, alors, les deux questions dont je voulais parler, de problèmes un petit peu plus ouverts. Le premier, donc, c'est ce qui s'appelle l'optimisation de la persistance. Le deuxième, c'est la persistance multiparamétrée. Voilà. Donc, premièrement, l'optimisation de la persistance, c'est celui sur lequel on a déjà un petit peu avancé. La question qu'on voudrait étudier, c'est la suivante. J'ai rapidement discuté le fait qu'on pouvait optimiser la représentation avec un réseau de neurones, donc plus s'embêter à dire je vais utiliser des landscapes ou des images ou je ne sais quoi. Je peux laisser le réseau décider. On est en droit de se poser la même question à propos de la filtration. D'accord ? Avec tout ce qu'on a défini jusque-là, enfin, la plupart des modules qu'on a étudiés, un cas très pratique, c'est les sous-niveaux d'une certaine fonction. Bon, mais pour que ça marche, il faut la donner, cette fonction. D'accord ? Pas du tout évident dans certains cas quelle fonction utiliser. On peut être dans des cas où on a des jeux de données. Bon. Les gens qui ont généré ce jeu de données, ils n'ont pas spécialement de marqueurs spécifiques à nous indiquer, donc pas toujours très clair comment on devrait filtrer. D'accord ? Des fois c'est clair, des fois non. On a vu quelques constructions, par exemple, en faisant grossir les boules, mais c'est pas impossible qu'il y ait d'autres méthodes qui marchent mieux. Donc, l'optimisation de la persistance, c'est comment optimiser ça, finalement. Alors, si on se remet dans une perspective de descente de gradient, par exemple, admettons que je cherche parmi une famille de fonctions paramétrées, je vais prendre les sous-niveaux d'une certaine fonction qui vit dans une famille de fonctions paramétrées. Donc, je veux trouver la meilleure fonction dans cette famille. Si je veux faire ça, au moins par descente de gradient, il faut que j'ai une espèce d'idée de comment définir le gradient d'un diagramme de persistance par rapport à la filtration dont je me suis servi. D'accord ? Alors, donc ça, c'est pas du tout une question c'est pas du tout simple. Il y a plusieurs réponses possibles. Une manière quand même de voir les choses, et qui peut débloquer au moins en première approche, ça vient d'une constatation déjà extrêmement simple. Si on se place par exemple dans le cadre d'un complexe simpliciel fini, okay, on peut voir le diagramme de persistance, premièrement, finalement comme un vecteur de taille plus ou moins le nombre de simplexes. D'accord ? Parce que certains des simplexes vont s'appairer sur la diagonale, donc ce seront des points avec une persistance très faible, mais c'est pas grave. Si on les inclut, ils apparaîtront quand même. Donc ça d'une part. D'autre part, finalement, qu'est-ce qu'un point dans un diagramme de persistance ou un intervalle ? Les extrémités de cet intervalle ou les coordonnées de ce point, ce n'est rien d'autre que ma fonction de filtration évaluée sur mes deux simplexes critiques, là, mes deux simplexes qui ont été appairés, comme ça, dans l'algo de persistance. Le simplex qui a donné naissance au cycle et le simplex qui a tué le cycle. Donc, pourquoi pas définir au moins localement le gradient d'un diagramme ? Tout simplement comme pour chaque point, le gradient de ma fonction de filtration sur les simplexes critiques, là, considérés, associés au point de mon diagramme de persistance. Après tout, rien m'empêche de le faire. Le problème avec ça, c'est que c'est forcément local, au sens où, très bien, disons qu'on part là-dessus, ça veut dire que si je tente d'optimiser ma fonction comme ça, bon, je vais faire mon premier itéré de descente de gradient, je calcule mon gradient, mon diagramme de persistance,
En descendant la pente, je vais dans une certaine direction, je change ma fonction. Et alors là, le souci, c'est là qu'est la blague principale, c'est qu'en changeant la filtration, l'appareillement va changer. C'est plus du tout sûr que c'est les mêmes simplexes positifs et négatifs qui vont se mettre entre eux pour créer un intervalle. D'accord ? Donc c'est pour ça que cette définition du gradient, elle est complètement locale. Et en fait, elle n'est même pas bien définie partout. Parce que les strates, si vous voulez, c'est les fonctions qui sont telles que deux simplexes aient exactement la même valeur. Là, j'ai une ambiguïté. Et donc, à cet endroit-là, la fonction sera même mal définie. Bon, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, si je peux quand même parler du gradient de ma fonction sur un ensemble de mesures, ou si elle n'est pas définie sur un ensemble de mesures nulles, bon, après tout, je peux quand même faire de la descente de gradient, puisque ça n'arrivera jamais que je tombe pile sur un endroit où c'est mal défini. D'accord ? Donc, ça n'a pas empêché les gens de faire des expériences. Voilà une expérience jouée de ce à quoi ça peut ressembler. Là, ce qui se passe, alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de RIPS dans les séances. Vous pouvez voir RIPS comme une sorte d'approximation de Xesh, en fait. C'est plus ou moins la même chose. Ce qui s'est passé dans cet exemple, c'est que j'ai démarré d'un nuage de points, d'accord, en position aléatoire. Sur ce nuage, je veux calculer mon diagramme de Xesh, comme on a vu dans les séances d'avant en faisant grossir des sphères. Bon, mais là, il n'y a pas spécialement de topologie intéressante. Par contre, en admettant que cette histoire de gradient elle est bien définie, je peux m'amuser à calculer le gradient de mon diagramme par rapport aux positions des points dans le nuage. Et donc, par descente de gradient, bouger les points de mon nuage de manière à optimiser une certaine fonction de mon diagramme. Là, la fonction que je regarde, c'est celle qui est tout en haut. Et c'est quoi ? C'est simplement l'opposé de toutes les distances à la diagonale. Pourquoi je regarde ça ? Parce que minimiser ça, ce qui veut plus ou moins dire maximiser la somme des p carrés, ça va forcer mon algo à mettre les points de telle manière que mon diagramme ait des points très éloignés de la diagonale. Et donc à faire des cycles très gros. Et donc effectivement, quand on laisse tourner l'algo, à la fin, il a bougé les points de manière à faire des cycles un peu partout. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement ça que j'ai utilisé comme perte, parce qu'il y a une manière très simple de créer des cycles, c'est simplement à l'infini, c'est simplement de faire grossir en fait, à homothétie près, donc de faire grossir le nuage de points. Une fois qu'on les a placés le long d'un cycle, d'élargir le cycle à l'infini. Donc pour être sûr que j'arrive à un minimum, je contrains aussi mes points à rester dans le cube unité. Voilà. C'est pour ça qu'ils s'écrasent là sur les frontières. Voilà, donc ça c'est un exemple un peu joué, mais en pratique, il y a des applications à ça. Bon alors là on rentre vraiment dans du data science. Mais ok, une application simple, c'est les réseaux de neurones. D'accord ? Partons d'un réseau de neurones qu'on a entraîné sur un jeu de données. En rouge, là, en haut à gauche, c'est la frontière de classification. C'est-à-dire, à l'intérieur de la zone rouge, il prédit le label 1. En dehors, il prédit le label -1 ou 0. Le problème de ce réseau-là, c'est qu'il a surappris. D'accord ? Vous voyez, il y a un petit cluster là, à gauche. 2 points orange, donc il a créé une petite zone autour. Mais en fait, ces points orange-là, bon, ça peut être des erreurs de mesure, quoi. C'est pas exclu qu'on ait des points bleus, en fait, dans cette zone. Ça, c'est typiquement un phénomène de surapprentissage. Bon, comment je peux me débarrasser de ça ? Simplement, quand je fais ma descente de gradient, là, vous voyez, quand j'optimise la perte de mon réseau de neurones, je peux le forcer à trouver les paramètres optimaux en imposant que la frontière, là, en rouge, de classification, elle est, par exemple, un nombre restreint de composantes connexes. D'accord ? Le fait du surapprentissage, ça fait qu'en fait, il va créer plein de petits îlots comme ça. Il va se dire, ah là, j'ai vu un point orange, donc je mets un petit îlot de classif autour. Et ça, c'est pas du tout robuste. Par contre, si on lui dit, en dimension 0, ton diagramme, le diagramme de la zone de classif, là, doit pas être trop compliqué, eh ben forcément, il va pas chercher à créer des petits îlots, parce que sinon, ça va lui faire une perte monstrueuse. Voilà. Donc, de manière générale, pour régulariser les méthodes d'optimisation de data science, passer par la persistance, ça peut être utile. Et encore une fois, pour que ça marche, il faut bien sûr que je puisse différencier ma perte et donc différencier la persistance. Alors ça, c'est un autre exemple, mais bon, là, il n'y a même pas d'image, il n'y a pas tant d'images d'illustration que ça. C'est pour une architecture spéciale de réseau de neurones qui s'appelle les auto-encodeurs. C'est des architectures qui font de la réduction de dimensions.
C'est-à-dire qu'elles prennent en entrée un nuage de points, elles l'envoient avec leur couche en 2 dimensions, d'accord, avec 2 coordonnées, et elles le reconstruisent après en sortie. Et souvent, ces réseaux-là, ils sont entraînés en minimisant la distance entre l'entrée et la reconstruction. Bon, ce qu'on peut faire, c'est aussi dire, très bien, mais en plus de ça, je voudrais que ma représentation en 2 dimensions de mon jeu de données, il ait le même diagramme que celui de l'entrée, d'accord ? Donc faire en sorte que ma réduction de dimension ait la même topologie, au sens diagramme, que ce que je lui ai donné en entrée. Et là, rebelote, pour que ça marche, il faut pouvoir différencier à travers la distance, par exemple, du goulot de bouteille entre ces 2 diagrammes. Voilà, alors ça c'est le point de vue appliqué. Donc en termes théoriques, comme j'ai dit, proprement définir ce que c'est le gradient et les propriétés aussi de convergence de descente de gradient sur des diagrammes de persistance, bon, c'est compliqué. Et l'appliquer à différents types de modèles, là c'est des modèles de classif, mais on a aussi des applications en modèle génératif, ça reste un champ encore ouvert, mais très intense, on va dire, dans l'analyse topologique. Beaucoup de gens s'y intéressent en ce moment. Une autre question, j'embraye vite, histoire de faire une présentation rapide des 2 problèmes. Et alors là, par contre, on touche plus au fondement algébrique. Et là, ça commence à être vraiment costaud. C'est ce qui se passe quand on regarde, cette fois-ci, des modules, mais lorsqu'on n'a pas d'ordre total, d'accord, sur ma filtration. Jusque-là, c'est ce qu'on avait. On avait, vous vous souvenez, le théorème de Crowley-Beauvais, on avait un ordre total sur les indices des espaces vectoriels de mon module. Je pouvais toujours les comparer. Et après ça, avec ça, on avait si T est fini, ou si les modules sont P, D, F, alors il existe une décomposition en intervalle. Quand l'ordre n'est pas total, on est cuit. Donc là, c'est un exemple. Finalement, là, j'ai juste 2 directions possibles. Vous voyez qu'en gros, rien ne m'empêche de trouver des espaces, enfin, ce qu'on appelle des multifiltrations, c'est-à-dire des inclusions, mais qui vont en fait, qui sont définies sur une grille à 2 dimensions. Il n'y a pas de souci pour définir le module, là, aucun problème. Par contre, décomposer ça en indécomposable, c'est atroce. C'est-à-dire qu'on sait très peu de choses, en fait. Alors, on sait quand même des choses. C'est pas la fin du monde, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est pas aussi facile que ce qu'on avait dans le cas unidimensionnel, en fait, single parameter, où là, on savait très bien, les indécomposables, c'est les intervalles, il n'y en a pas d'autres, et tout marche bien. Là, les indécomposables, quand on se donne juste un ordre partiel, bon, ça peut vraiment être très compliqué. Alors, les modules, évidemment, n'ont pas forcément des têtes d'intervalle, même d'intervalle au sens généralisé dans R2. Ce n'est pas forcément des indicateurs, c'est-à-dire que un module indécomposable, comme ça, quand on n'a qu'un ordre partiel, il peut être de dimension plus grande que 1 à certains endroits. Donc, bon, c'est hyper compliqué. Alors, heureusement quand même, il y a des outils pour gérer ça. Ah oui, pardon, ça c'est une autre motivation. Souvent, pour motiver, en fait, parce qu'on pourrait se dire, bon, très bien, mais pourquoi, enfin, si ça se trouve, en a-t-on vraiment besoin ? Alors, il s'avère que oui, en pratique, il y a un exemple très simple pour lequel on a besoin de ça. Je reviens, comme d'habitude, aux filtrations de Xesh, d'accord ? Donc, on imagine de nouveau des sphères qui grossissent autour des points. Là, à gauche, j'ai quasiment un nuage de points sur un cercle, mais problème, j'ai juste 3 outliers là, 3 données un peu aberrantes au milieu. Bon, des erreurs de mesure, par exemple. Elles vont complètement me casser mon diagramme de persistance, d'accord ? Parce que vous imaginez bien, en fait, si je fais grossir des sphères aussi sur ces points au centre, ça va très très vite tuer le cercle que j'aurais vu s'ils n'étaient pas là. Et donc là, on est coincé. Par contre, admettons qu'un axe corresponde aux sphères qui grossissent, mais un autre axe, là, dans cette filtration, là, dans cette multifiltration, l'axe vertical par exemple, soit proportionnel à la densité. Ce qui voudrait dire que je fais apparaître ces 3 points-là dans ma filtration que beaucoup plus tard. Ah là, ça a des chances de mieux marcher, là, parce qu'en fait, si je combine les deux, ça veut dire que je vais plus ou moins, la plupart du temps dans ma filtration, avoir les points qui sont suffisamment denses et faire grossir des cercles que autour de ces points. Là où c'est pas très très dense, je les ferai apparaître plus tard et ils gêneront pas le diagramme. Bon, enfin là j'ai parlé de diagramme, mais le problème c'est que il n'y a pas de diagramme correspondant à ça. Par contre, c'est quand même un cas naturel où on aimerait avoir une filtration à 2 paramètres. Alors, il y a quand même une manière de s'en sortir,
Et ça, alors là, c'est vraiment des travaux tout récents, hein. C'est ce qui s'appelle le diagramme signé, sign barcode. Et l'idée fondamentale derrière, qui vraiment n'est en fait pas si compliquée que ça, c'est en fait de revenir un peu à la persistance standard, mais de ne garder qu'une sous-information que je peux quand même calculer sur les multimodules, les modules multiparamétrés, qui sont plus ou moins juste les instants de vie et de mort. D'accord ? Donc, dans un diagramme de persistance, vous vous rappelez, on a une décomposition en intervalles. Et ce qui est intéressant dans la persistance, ce qui me permet de construire un diagramme, c'est le fait que à cet endroit-là, j'ai un simplex qui apparaît à cet endroit-là. Là, j'ai une création d'un cycle et elle est tuée par un autre simplex plus tard. Bon, mais on va dire, allez, ça, je sais que je ne veux pas le calculer en multiparamètres. C'est pas grave, je vais juste garder ça. D'accord ? Les moments d'apparition et les moments de disparition. On appelle ça barcode signé parce qu'une manière de le faire formellement, c'est de mettre des Dirac aux endroits un peu critiques. Des Dirac plus 1 quand il y a une naissance, moins 1 quand il y a une mort. D'accord ? Et c'est peu ou prou, pas exactement ça, mais c'est peu ou prou ce que vous voyez là à droite. Donc comment interpréter là le truc de droite ? J'ai des points rouges, des points bleus. Alors, on voit souvent des trucs rouges et bleus. Là, pour le coup, c'est pas la dimension, de nouveau, c'est juste les instants de vie et de mort, d'accord ? En rouge, que je dise pas de bêtises. En rouge, il y a la mort, en bleu, il y a la vie, d'accord ? Les points bleus, c'est les moments dans cette multifiltration où j'ai fait apparaître un cycle. En rouge, c'est les moments où ce cycle a été rempli. Bon alors, déjà, avant d'expliquer plus en détail, c'est bien parce qu'une fois qu'on a un nuage de points comme ça, paf, je peux refaire le coût des Gaussiennes et transformer ça en image. Bon, au moins pour le data science, c'est réglé. Par contre, comment interpréter ce truc ? Alors, une manière de voir les choses, imaginez par exemple des lignes diagonales, d'accord ? Imaginez que j'ai une ligne de pente 1, puis plusieurs lignes comme ça consécutives. Chacune de ces lignes, c'est une combinaison linéaire de mes deux filtrations, donc c'est une filtration à un paramètre. Donc sur chacune des lignes, je peux calculer un diagramme de persistance en fait, ou une décomposition en intervalles, d'accord ? Si je me fixe une ligne comme ça, tac, elle a des intervalles associés. Bon, en fait, là, vous voyez qu'à chaque fois, ça, c'est les extrémités de mes intervalles. Et alors, comment je retrouve, là, par exemple, le cercle ? Le fait que j'ai un cercle là, des points très denses le long d'un cercle, et puis des outliers un peu partout, et ça fait qu'en fait, quand je trace une ligne diagonale, paf, je fais apparaître les outliers beaucoup plus tard, donc je vais avoir une grande barre correspondant au cercle. Une grande barre là, comme ça. Tac. Sauf que je garde que ses extrémités à la fin. Donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de zone au centre relativement large, encadrée par des points de vie et de mort, et qui représente ce cercle pour le coup, même s'il y a des outliers. D'accord ? Ça c'est juste... Alors en pratique, ça passe par des résolutions du module, d'accord ? Donc il faut qu'on construise des suites exactes de modules libres. Bon, je passe les détails. Ça se calcule, ceci dit. Un autre descripteur un peu dans le même genre, je parlais à dessin de ligne diagonale, c'est une construction similaire en fait, un poil plus, disons, informative, mais avec un peu moins de garantie, parce que, mine de rien, on pourrait se dire que là, vu qu'on a gardé que les instants de vie et de mort, on a enlevé beaucoup d'infos. Bon, c'est vrai, mais au moins on est capable de prouver des propriétés de stabilité, par exemple, de ce descripteur du module. C'est-à-dire que ça va être plus ou moins, si je compare cet objet vu comme une mesure, de nouveau avec une distance de transport, ce sera à peu près borné supérieurement par l'entrelacement direct entre les modules. Il y a une autre construction avec moins de propriétés, mais bon, du coup un peu plus informative. Donc là, de nouveau, j'ai joué au même jeu, j'ai tracé des diagonales, des lignes diagonales, et pour chaque ligne diagonale, j'ai calculé un barcode, d'accord, un code barre. Sauf que ce que j'ai fait en plus, là, pour le coup, c'est qu'entre deux lignes diagonales consécutives, j'ai réussi, alors je passe les détails, mais il y a un moyen de connecter les barres des deux barcodes, des deux codes barres. Donc voilà, j'ai deux codes barres, d'accord, associés à deux lignes consécutives. Là, j'ai un ensemble de barres, là, j'ai un autre ensemble de barres, d'accord. Deux lignes diagonales consécutives, un premier ensemble de barres, un deuxième ensemble de barres.
Et on dispose déjà, alors ça c'est un algo qui date de 2006, qui a été un peu tombé dans l'oubli, puis qui a été régénéré, qui a été ressuscité par la multipersistance, qui consiste en fait, qui peut vous dire, cette barre-là par exemple, là, elle correspond à celle-là. Et comment il fait ça ? Bah, simplement, il garde en mémoire un cycle représentant, d'accord, de la classe d'homologie qui correspond à cette barre. Et il va chercher où elle est dans les barres du code barre d'après. Et une fois qu'il l'a trouvée, il dit « Ah bon, bah, cette barre-là, du coup, elle correspond à celle-là. » Maintenant que j'ai ça, je peux en fait partir du tout premier code barre et puis utiliser cette règle comme ça d'appariement entre barres pour leur donner une couleur. C'est-à-dire que là, par exemple, toutes les barres vertes, c'est celles qui ont été connectées par cet algo-là dont je parle, entre deux barres consécutives. Et alors là, bon, bah, on a une sorte de nouveau d'équivalent des diagrammes de persistance. Alors, on n'a plus des points dans le plan, cette fois-ci on a des formes dans R2. Mais de nouveau, on peut avoir cette interprétation de j'ai retrouvé le cercle comme associé à la forme là avec une R très très grande, la forme verte. Parce que toutes les barres vertes correspondent au cercle, d'accord, dans la filtration induite par les filtrations induites par les lignes diagonales. Le reste, c'est pas vraiment des sommandes, mais c'est des sortes de sommandes d'air un peu plus faibles, et donc qu'on peut plutôt associer au bruit. Voilà, alors, je pense... Ben justement, j'ai fini. J'allais juste dire que ça, c'est deux constructions parmi une foule d'autres, d'accord ? C'est juste deux manières de faire. Comme c'est un problème très difficile, et comme Steve l'a évoqué, on peut utiliser aussi des éléments, des outils, des catégories, des faisceaux, pour calculer d'autres genres d'invariants. Ça, c'en est deux qui ont, disons, au moins par rapport aux autres, une implémentation. Et donc, on peut directement utiliser en data science. Voilà. C'est tout. Question. Oui. Vous avez discuté la possibilité de considérer quelque chose qui n'est pas totalement ordonné, mais partiellement ordonné. Oui. Donc, par rapport au théorème de décomposition, au module de persistance qu'on avait vu, est-ce qu'on a une petite idée d'écrire des pseudo-modules de persistance où on ne supposerait pas que T est totalement ordonné, mais seulement partiellement ordonné? Est-ce que ça existe, cet objet? Ça porte un nom? Alors, si je dis pas de bêtises, alors, si je comprends bien la question, hein, Ouais. le module de persistance en soi, il n'est pas extrêmement difficile à définir, finalement. Même si on n'a qu'un ordre partiel, à chaque fois que je peux comparer deux points, je vais avoir, tac, par le foncteur, une application linéaire. Donc mon module de persistance, c'est juste une collection d'espaces avec quelques flèches. Mais dans la définition de module de persistance, l'ensemble T était totalement ordonné si ma mémoire est bonne. Ah d'accord. Et c'est ça qui permettait d'obtenir le théorème de décomposition Oui, tout à fait. à partir des modules intervalles. Tout à fait. Est-ce qu'on a une idée, une description de pseudo-module de persistance si on suppose plus que T est totalement ordonné? C'est ça ma question en fait. D'accord, je vois. Alors, donc il y a plusieurs manières de répondre. En fait, on peut aussi avoir une définition des modules sans supposer que l'ensemble soit ordonné, et simplement se donner une collection d'espaces vectoriels et des flèches entre eux. Ceci dit, là, pour le coup, c'est sûr, il n'y a pas de décomposition de théorème simple en intervalle. Voilà. Il y a quand même, déjà, il y a plusieurs, on va dire, cadres dans lesquels on arrive tout de même à définir des théorèmes de décomposition, dans R2 par exemple. Alors là, il faut des hypothèses supplémentaires sur le module, donc en deux dimensions, mais en plus, il doit satisfaire certaines conditions supplémentaires. On veut un peu plus de diagrammes commutatifs, par exemple. D'accord. On va supposer qu'on est dans R2, mais que, par exemple, je dis un peu n'importe quoi, mais tous les diamants comme ça que je peux créer commutent bien. Bon, ça, c'est dans la définition des modules. Il faut que je me rappelle un peu. Bon, il faudrait que je relise là le papier. C'était quand même un point essentiel, cette décomposition, Oui. qui permettait ensuite de faire le code barre, Ah oui, tout à fait. les points, etc. En fait, donc, si on savait décomposer, Ouais. ça permettrait d'avancer fondamentalement. Exactement. Dans la direction Tout à fait. envisagée là. Le problème serait Le résolu. problème, c'est qu'on ne sait pas. Voilà. En fait, effectivement, le théorème de décomposition, c'est lui qui nous dit que les codes barres existent. Ça, c'est sûr. On n'a pas ça. On sait que c'est pas possible en général. On sait que c'est dans- Voilà, d'ailleurs, même, effectivement, j'allais dire, quand c'est trop général, quand le module, on vous le donne juste avec des espaces et des flèches, Ouais. pas possible. Voilà. D'accord. À la place des indices, voilà. Enfin, des Ouais. sous-classes, tout ça. Voilà, il y a des sous-classes, par contre, pour lesquelles c'est vrai. Et alors, dommage que Steve soit parti.
il a identifié, alors j'arrive plus à me souvenir du nom, mais il a identifié par exemple, Steve, avec un de ses étudiants, une sous-classe des modules indicés sur R2, pour lequel il existe des décompositions. Et là, alors c'est pas des intervalles, d'accord, c'est des formes plus générales de R2, mais bon, il y en a qu'un nom fini, on les connaît. C'est des formes qui ressemblent en fait à des... Les saumantes, pour le coup, ça va être des bandes comme ça, dans l'espace des... C'est plus des intervalles. Là, on est dans R2 parce qu'on a 2 filtrations. Et ça, alors là, cette bande, la manière de l'interpréter, c'est un module en fait où là, la dimension est 1 et 0 ailleurs. On s'autorise aussi les bandes horizontales. Et il y en a peut-être 2 ou 3 autres. En tout cas, il y a des résultats qui disent, pour certaines classes, on pourra toujours exprimer le module comme une somme directe d'intervalles de cette forme. Mais c'est très contraint sur... par exemple, à ma connaissance, son résultat est sur R2, mais pas R3 ou R4 ou R5. Et en plus, le module doit satisfaire certaines hypothèses supplémentaires par rapport à celles qu'on a déjà. Celles qu'on a, c'est... doit y avoir commutativité de... Voilà, quand je compose 2 flèches, ça doit être la même chose que le morphisme interne qui va directement du premier au suivant. En plus de ça, on doit imposer quelques autres trucs. Bon, si Steve revient, il vous en parlera. Et sinon, voilà, après, de manière plus générale, c'est plus compliqué. Voilà, on passe par des résolutions, des mesures signées, comme je l'ai montré. Alors, il y a une construction qui s'appelle les nombres de Betti multigradués. Donc ça, c'est lié aux résolutions du module, qui permettent d'avoir des invariants. Donc, c'est pas aussi puissant qu'une décomposition en intervalle. C'est-à-dire que c'est des invariants qui encodent moins de choses à propos du module. On perd de l'information par rapport au module, alors que quand on avait des décompositions en intervalle, on avait exactement le module, à un isomorphisme près. Les invariants qu'on peut calculer en multipersistance de manière générale, on est obligé de perdre un peu d'infos. Donc ça passe par exemple par ne garder que la vie et la mort des cycles. Voilà. Mais on est loin d'avoir... c'est-à-dire que là, les idées fusent d'un peu partout. Donc c'est un domaine qui est... Voilà, on est loin d'avoir tout exploré. Je pense qu'il reste encore des tas de beaux résultats de décomposition à produire pour les modules, dans le cadre général. D'ailleurs, on parle de R2, mais soit dit en passant, juste pour un truc rigolo, c'est qu'on peut aussi regarder, par exemple, des modules... indicé sur le cercle, d'accord, où on a un espace vectoriel par point le long du cercle. C'est pas forcément R2, R3, R4, ça peut aussi être des choses un peu plus exotiques comme ça. Et alors je parle du cercle à dessin parce que quand c'est indicé sur le cercle, sous certaines conditions, il y a des décompositions de nouveau. Sur R2, c'est l'ensemble T en fait? Oui, pardon, oui, c'est l'ensemble T, c'est l'ensemble des indices. Ouais. L'ensemble T, c'est R2? R2, ouais, grand T, c'est R2. Sur Ouais. R2? Pardon? Et quelle relation d'ordre on choisit sur R2? Alors souvent, c'est l'ordre partiel. Donc on va comparer 2 points si toutes leurs coordonnées sont comparables. Donc si par exemple, toutes les coordonnées sont plus petites que l'autre, alors ils sont... Voilà. Mais évidemment, ça, c'est qu'un ordre partiel. Pour le cercle, là, en fait, on voit qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça, parce qu'on peut quand même ordonner. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est cyclique, mais c'est possible. Bon, et je crois qu'on peut remercier. Merci.